pense que c'est Years and Years. J'ai été particulièrement touché par cette série qui croise plein de destins et plein de futurs possibles, et en même temps qui est pas aussi déprimante que certaines autres séries qui traitent de certaines dystopies et de certaines évolutions possibles de l'espèce humaine. C'est la 4e dimension, et du coup c'est pas vraiment une série récente, c'est une vieille série des années 60, mais qui parle très très bien des futurs pour tout type de société. Et je l'ai vu très récemment, en entier, avec beaucoup de scénarios de science-fiction, et j'ai trouvé ça très très intéressant et vraiment universel. On peut la regarder maintenant et y trouver beaucoup de similitudes par rapport à nos vies. Black Mirror, sans hésiter, c'est pour moi la série de référence qui traite de tous les sujets possibles, que ce soit futur numérique, futur être humain, voilà, on aborde tous les sujets les plus improbables et qui ont tendance même à se réaliser actuellement. Sans conteste, Black Mirror, que je trouve extrêmement effrayant, d'autant plus que le futur qu'elle nous annonce pourrait être notre quotidien très rapidement. Donc une série que moi je conseille. Alors je vais répondre The Leftovers, qui dans le sens où ce que j'aime bien dans des séries qui peuvent parler d'un futur, c'est quelque chose qui se passe vraiment dans notre monde à nous, très concret, mais il y a un événement qui a eu lieu et qui a tout changé toute la société. Et donc ce genre de pitch, réfléchir à ce que c'est que notre monde d'aujourd'hui avec un événement qui change tout. Il y a aussi, je pourrais citer aussi Years and Years en mini-série qui a été très marquante là-dessus, parce que vraiment c'est réfléchir à ce que vont être concrètement les années 2020. Il y a Mel Cells fait ce genre de choses aussi, mais Leftovers c'est un événement fantastique, absurde, mais qui prend très au sérieux la question de il se passe quoi si 2% de la population disparaît, et comment la société évolue avec un phénomène comme celui-là. Ça s'appelle Counterpart. Donc c'est une série dans laquelle un fonctionnaire un peu gris d'une administration berlinoise dans une époque qui est proche de la nôtre s'aperçoit un jour qu'il travaille en fait pour un organisme qui gère le point de passage vers une réalité parallèle. Et donc une réalité parallèle qui fait que le monde s'est séparé en deux à cause d'un accident quantique dans les années 70. Et donc depuis, toute personne née avant les années 70 possède un double dans cette réalité parallèle qui a une évolution différente de lui-même. Et donc ce jour-là, il s'en aperçoit lorsqu'il est mis en présence de son double qui, dans les années qui ont séparé leur division initiale, est devenu exactement l'opposé de lui-même. Real Humans, qui est une série assez passionnante sur qu'est-ce qui définit notre part d'humanité. Donc ça raconte, dans une famille assez à l'aise, l'arrivée d'un robot très, très avancé, qui ressemble un peu, qui est vraiment très très proche d'une forme humaine, et qu'on achète un peu comme une bonne à domicile, ou voilà. Donc d'autres personnes peuvent acheter un homme ou une femme à domicile, jusqu'au moment où ces robots commencent à réclamer leur part d'autonomie et eux-mêmes d'humanité dans leur choix. Une série assez remarquable et qui interroge aussi notre rapport à l'intelligence artificielle, aux ordinateurs et tout ça. Alors c'est Years and Years, qui est une série de Russell T. Davies, qui doit être disponible sur Canal+ en France, et qui traite de... En fait, on suit la vie d'une famille en Angleterre sur 2 ou 3 décennies, si je dis pas de bêtises, et donc qui suit toute cette famille pendant la crise économique qui viendra peut-être, et les évolutions technologiques. Et comme c'est très bien le faire Russell T. Davies, on tombe amoureux des personnages en quelques secondes. Et on souffre avec eux, on aime avec eux,
on souffre avec eux sur le futur, et c'est une série magnifique. Et je ne peux que la recommander. Je vais être peu originale, mais La Servante écarlate, tellement cette dystopie cauchemardesque qui analyse le sort réservé aux femmes est importante aujourd'hui à garder en mémoire. Et puis il y a une stylisation visuelle, une esthétique absolument superbe qui incarne le totalitarisme. Pour citer une série récente, c'est Dark, que j'ai pu voir sur Netflix, qui est une série allemande, et qui a cette vertu de jouer de manière extraordinairement virtuose avec plusieurs dates et plusieurs décennies. On a à peu près un siècle, je crois, d'écart entre, je dirais, les bornes temporelles de ce voyage dans le temps qui se fait par l'intermédiaire d'une petite porte qui est dans un souterrain perdu dans une forêt. Et là, véritablement, je trouve que là, il y a une virtuosité, justement, qui va d'un futur post-apocalyptique, un peu tribal, un peu barbare, aux années 50 et même avant, aux années 20, puisque la série commence dans les années 20. Donc là, je trouve qu'il y a une très, très, très grande virtuosité et en même temps des personnages forts, des décors merveilleux. Donc c'est la série que je citerai à date récente. Oui, c'est La Servante écarlate. En développant, je dirais, c'est peut-être... elle est très pénible à regarder. C'est pas du tout la série qui me fait du bien. Mais c'est une série qui m'a beaucoup marquée. Et que j'ai trouvée à la fois très belle, très... Non, ça... Voilà. Leftovers. Alors, j'ai vu que la première saison, mais j'avoue que la disparition de 2% de la population mondiale, ça laisse présager un scénario plutôt dense. C'est Years and Years dont il est beaucoup question lors de ces rencontres. Et je pense que c'est la série qui m'a le plus marquée depuis 3 ans. Je constate qu'il y a une sorte de baisse de qualité dans les séries, et tout genre confondu, voilà. Mais Years and Years a été vraiment une surprise de chaque minute, du fait de l'intelligence du propos, du fait de la mise en scène, du fait de la caractérisation des personnages. Ça m'a vraiment... c'est une série que j'ai beaucoup offert, à laquelle je reviens, qui est pour moi une série référentielle, comme Sopranos sont une série référentielle, comme En thérapie, In Treatment est une série référentielle, mais c'est véritablement... Il y a des séries comme ça qui sont des points d'attache, enfin des points oui, où on se dit, oui, il y a eu Years and Years. C'est pour moi véritablement une série emblématique, et ça, c'est une série qui interroge, c'est une série qui nous émeut, c'est une série qui me fait rire. Enfin voilà, et je trouve que tous les personnages sont extrêmement construits, c'est porteur d'émotions, c'est pour moi enfin, c'est une série parfaite. Voilà. Moi, j'avais choisi Le Prisonnier parce qu'en fait, c'est la première et qu'elle m'a montré un autre monde. C'est une série qui date de 67, hein. Je ne suis pas si vieille, mais quand je l'ai vue et que j'avais genre 10 ans, j'étais fascinée. Je me disais, ah ouais, on peut raconter des histoires d'ailleurs. C'est pas vraiment une série qui se passe dans le futur, mais j'aime beaucoup Sex Education. Donc qui se passe un peu plus dans un présent, mais un présent un peu étrange, un peu décalé, où j'ai l'impression que c'est, en tout cas dans les mentalités, l'évolution de la société, j'ai l'impression que c'est un présent un peu en avance sur son temps. En tout cas, c'est un présent que j'aimerais vivre. Enfin, c'est vraiment une série dans laquelle j'aimerais vivre. Donc voilà, je dirais Sex Education. La série Black Mirror, que j'ai découvert il y a assez peu de temps, alors qu'on m'en parlait depuis un moment. Et ce que j'aime beaucoup dans Black Mirror, c'est ce tout petit décalage temporel où en fait on est dans des situations qui sont pas complètement incroyables par rapport au monde dans lequel on vit, mais où on a juste pris un élément du monde dans lequel on vit aujourd'hui qu'on a poussé un petit cran plus loin. Et je trouve que voilà, du coup c'est réellement terrifiant en fait. Donc pas avec des effets spéciaux, mais juste en prenant une petite donnée sociale ou politique qui a été un tout petit peu accentuée. Voilà. Donc je n'ai vu juste quelques épisodes. Je me souviens notamment de l'épisode où ça parlait du système de crédit social, en fait, où on note tout et tout le monde tout le temps. Et c'est vrai que c'est une chose à laquelle je repense souvent dans la vie ordinaire. Enfin voilà, on me livre mes courses du Monoprix et on me demande de noter le livreur et je me dis « Ah, on est dans Black Mirror ». Je dois avouer que j'ai
adoré Sex Education parce que je suis particulièrement sensible au décor et aux costumes généralement. Et là, les années 90 font un comeback assez impressionnant et j'ai été complètement séduit par juste l'ambiance visuelle de cette série que j'adorais. Voilà. Alors j'étais très impressionné par Paris Police 1900, une série récente qui est sortie sur Canal+. C'est une série historique, une série vraiment adulte, violente et qui raconte vraiment une sorte de réalité de ce qui a pu se passer au début du XXe siècle. Elle m'a vraiment impressionné. Une série qui est sortie pendant le confinement, Unorthodox. Une petite série qui, sur la forme, paraît pas exceptionnelle, mais sur le fond, qui est très très intéressante, où on découvre énormément de choses sur toute cette religion qui est souvent méconnue. C'est abordé avec beaucoup de respect, avec beaucoup de fraîcheur aussi, avec ce personnage qui s'enfuit pour fuir toute sa religion. Alors incontestablement, c'est Euphoria. Voilà, une série que j'ai découverte sur OCS, une série américaine avec Zendaya. Et c'est une série en fait qui suit des ados américains et c'est un peu une vision un peu nouvelle, voilà, parce qu'on les voit dans leur quotidien et aussi surtout dans leurs dérives, à la fois la consommation de sexe, d'alcool, de drogue, et aussi ce qui est intéressant, c'est leurs rêves en fait, et une narration très particulière parce que chaque épisode commence avec l'enfance en fait d'un des personnages, et donc on comprend et souvent on excuse son comportement actuel par rapport à tout ce qu'il a vécu auparavant. Tchernobyl, la série américaine HBO que je trouve vraiment percutante, car si on enlève la langue en anglais, on a vraiment l'impression que c'est une série qui a été tournée en Union soviétique dans les années 80, et je la trouve effrayante également par rapport à ce qu'elle parle, enfin le nucléaire. Je remonte un tout petit peu loin, mais c'était Twin Peaks saison 3. Papy Lynch est revenu et a donné quand même redonné une leçon à tout le monde, et aussi dans un autre genre, Watchmen, HBO, l'autre série enfin il y a aussi Lost, mais l'autre série de Damon Lindelof, où là pour le coup c'est pas lui qui réalise, mais la mise en scène formellement c'est assez incroyable. Évidemment, la série que je trouve la plus impressionnante au niveau de la forme, c'est Betty Pool, la série de Haggai Levy, qui a donc inspiré, notamment entre de multiples réinventions, la série En thérapie que j'ai écrite, qui a été diffusée l'année dernière, mais qui est une série d'une complexité de propositions formelles et en même temps d'une droiture et d'une logique imparable, et qui est peut-être une des seules séries qui a réinventé un format sériel qui lui est propre. C'est-à-dire que c'est une série qui fonctionne de manière épisodique, mais qui fonctionne aussi par un ensemble surépisodique, puisque tous les 5 épisodes, on revient au personnage au personnage du 5 épisodes plus tôt, on va dire. C'est une série qui fonctionne par cellules de 5 épisodes qui se répètent, puisque c'est un cabinet de psy avec un patient par jour de la semaine, et donc on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis on recommence lundi. Voilà, donc avec la logique du rendez-vous, Haggai Levy a réinventé une forme sérielle spécifique qui est à la fois épisodique et super épisodique. Alors c'est pas une série récente, ça s'appelle Rectify, qui est une série américaine qui raconte l'histoire d'un trentenaire, presque quarantenaire, qui a passé un très très long moment dans le tunnel de la mort, puisqu'il était condamné à mort. Il sort de ce tunnel à la suite d'une reprise de l'enquête, et on va suivre la manière dont il va à la fois digérer ça, et comment il va tenter de se réintégrer, avec une partie assez étonnante sur les passages en prison qui sont des flashbacks pour lui, et des parties oniriques, avec une descente dans la profondeur des personnages dans sa famille aussi, et qui interroge beaucoup la société américaine sur à la fois la justice, mais aussi l'intégration des décisions de justice par la population. C'est It's a Sin,
donc qui raconte, toujours en Angleterre, l'arrivée de l'épidémie de sida. Et tout ça est vécu à travers les yeux de 4 ou 5 gamins, pas des gamins, des vingtenaires qui arrivent à Londres, qui veulent s'éclater, qui assument enfin leur sexualité et qui vont se prendre ça en pleine gueule. Et c'est comme Titanic, on a beau savoir que ça va mal finir, il arrive à nous surprendre et c'est magnifique. C'est This Is Us, une série américaine. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire d'une famille qu'on va suivre sur plusieurs années. Au démarrage, la famille Pearson, dans les années 70, va accueillir des triplés. Et donc, c'est construit sur des flashbacks, mais au démarrage, je pense qu'ils sont en train de fêter leurs 36 ans, ces triplés, et ils sont nés le même jour que le papa. Et donc, ça va être le fil rouge de chaque saison, cette date anniversaire et cet hommage au père. Enfin, on sent qu'il y a un drame qui va être vécu par cette famille, qu'on va découvrir au fil des épisodes. Et c'est une série très touchante parce qu'elle ressemble beaucoup à ce qu'on peut vivre, ou en tout cas essayer d'aller vers cet idéal de famille, même s'ils connaissent des problèmes, des deuils, des joies, des peines. On s'y retrouve. Et en même temps, alors on dit que c'est la série qui fait le plus pleurer aussi. Et en même temps, il y a une construction dans cette série qui est assez incroyable, c'est-à-dire qu'on pense savoir où ça va, de quoi ils vont nous parler, de quoi ça va traiter au fil des saisons, et à chaque fois on est surpris par le ressort dramatique ou le ressort scénaristique. Donc c'est une série que je mets vraiment sur un piédestal et que je conseille à beaucoup de gens. Je dirais peut-être Tchernobyl. C'est une mini-série de 5 épisodes qui recourt à une imagerie post-apocalyptique, alors même qu'il met en scène la pire catastrophe écologique du XXe siècle. Et il y a des trouvailles visuelles hallucinantes, avec également plein de genres qui sont convoqués. Il y a le post-apo, la reconstitution historique, il y a le gore, pour montrer les ravages sur les corps, ou même un film de procès, et puis la peinture de l'incurie bureaucratique qui préférait tout mettre sous le tapis plutôt que de sauver la planète, est extrêmement bien représentée. Dark. Je ne bougerai pas parce que c'est vraiment la série qui arrive, je dirais, à jouer avec des portes temporelles, des failles temporelles très nombreuses, des personnages qui souvent se retrouvent à un âge antérieur, c'est-à-dire que le même personnage se retrouve enfant, et donc il y a tout un jeu avec une dizaine de personnages qui se suivent sans aucun problème, et j'avoue que j'ai été assez étonné. Plus qu'étonné même, médusé comme on dit. J'avoue que pour du générique jusqu'à la fin, à chaque fois, Succession, je trouvais quand même assez impressionnante, quoi, parce que elle a l'air comme ça classique, et puis en fait, elle ne l'est pas. Elle est extrêmement surprenante, elle est très addictive. C'est vraiment à chaque fois un coup à pas dormir bien ou pas longtemps. Mais ça, voilà, même jusque le choix de la musique du début. C'est très, en général, dans les séries, il y a un truc qui est bien, c'est qu'on peut passer l'intro, comme on dit, et là, je la passe pas, l'intro, parce qu'on a envie aussi d'entendre la musique, et ce générique qui remet les pendules à l'heure à chaque fois, sur le parcours des héros. The Good Fight. Figurez-vous que c'est pas du tout une série récente, mais ce qui m'a impressionné dans la saison 2 et 3 que j'ai regardé récemment, donc un petit peu en retard, c'est la façon dont ça mélangeait le dessin animé. À des moments, ils s'arrêtent carrément dans la fiction et ils expliquent le problème. Et ils l'expliquent avec un dessin animé qui est très bien fait. Et je trouve que c'est à la fois novateur, pédagogique, et ça ne blesse absolument pas le rythme de la fiction. J'ai trouvé ça très novateur. Ça m'a intéressé. Voilà. Et c'est une série très militante, anti-Trump, qui réussit à être militante sans être ennuyeuse, ce qui est fort. Succession. Par l'écriture scénaristique absolument formidable, la définition des personnages, et c'est vrai qu'il n'y a pas un personnage auquel se raccrocher en se disant « tiens, un peu de bienveillance ou d'empathie ». Il n'y en a absolument pas.
C'est très difficile parce que quand on voit comme moi beaucoup de séries, on commence à être un peu blasé, on commence à mettre des niveaux. Je pense que c'est pas très récent, mais Unorthodox m'a assez impressionnée parce que d'une part, c'est une série qui tient compte de l'histoire. L'histoire se décline en 4 épisodes et je pense qu'elle ne pourrait pas se concevoir en 6 épisodes. Et c'est une série qui interroge la religion et il n'y en a pas énormément dans le monde et c'est une série allemande et on ne voit pas beaucoup de séries allemandes qui ont cette qualité. Donc c'est vraiment une des choses qui m'a le plus marqué. Et en pensant à cette question, j'ai eu beau chercher dans ma mémoire, j'ai pas trouvé vraiment récemment énormément de choses qui me passionnent du côté formel. J'ai adoré It's a Sin, d'abord parce que j'aime beaucoup Russell, que je trouve qu'à chaque fois qu'il y a une série comme Years and Years, que j'avais adoré justement de dystopie dont on a beaucoup parlé ici, mais It's a Sin pour moi elle est très réussie, elle me touche beaucoup parce que j'ai adoré la bande son, j'ai adoré l'image, j'ai adoré être fédérée par ce groupe de potes et qu'on s'est parlé de quelque chose de douloureux mais finalement d'une manière assez joyeuse et Phénomène étrange, c'est la seule série que j'ai regardée très très proche une deuxième fois parce que carrément il me manquait en fait les personnages. Donc voilà, c'était une sorte de choc pour moi. C'est une série qui m'a touchée et par la forme, et tant par la forme que le fond. Peut-être Rick et Morty, qui est une série d'animation mais pour adultes. Et c'est vrai que depuis les Simpsons, j'avais pas vu de série d'animation qui m'avait autant fait rire. Après, il y avait BoJack Horseman qui était aussi une très belle série et très audacieuse aussi, avec des idées folles. Mais c'est vrai que c'est ce que permet aussi l'animation, c'est d'aller très très loin. Et oui, BoJack Horseman et Rick et Morty sont 2 séries d'animation qui m'ont un peu transportée. Eh ben, je vais redire Sex Education parce que c'est une série qui permet de voir qu'il est possible d'être sensible, il est possible d'être soi-même et il est possible de faire du bien autour de soi et de respecter l'autre tout en faisant pas de concessions sur qui on est. Voilà. Je conseillerais la série Girls, une série HBO qui est sortie au milieu des années 2010 et qui raconte le parcours de 4 amis qui ont une vingtaine d'années et qui vont d'un peu découvrir la vie ensemble. C'est une série qui est très crue et qui parle vraiment de la vie comme on peut la vivre aux États-Unis. Elle est drôle, elle a un format qui est très atypique et elle est très distrayante pour les ados. Il y a vraiment des choses à découvrir. J'aime beaucoup la série Broadchurch pour les adolescents. Parce que pareil, il y a une enquête assez simple. On voit toute une évolution dans la narration petit à petit. On se prend au jeu de vouloir être l'enquêteur de cette série. Pour un public adolescent, ce que je conseillerais, oui, peut-être toutes ces séries qui sont sorties récemment, là, 13 Reasons Why, Euphoria, Skins aussi, qui est beaucoup plus ancien, mais qui permet peut-être d'échanger plus facilement sur leur questionnement. J'aime pas dire problématique, mais sur leur questionnement en fait. Avoir des relations amicales à notre époque, pouvoir gérer les réseaux sociaux, se dire que c'est pas forcément la vraie vie. Enfin, c'est des questions un peu clichés, mais qui sont bien retranscrites dans ces séries-là. Moi, je leur conseillerais d'aller vers le patrimoine un petit peu. Et moi, je leur conseillerais de regarder une série qui me paraît fondamentale, La 4e dimension, réalisée par des cinéastes, des futurs cinéastes, des gens qui vont faire du cinéma dans les années 60-70, et écrit par des scénaristes, des romanciers comme Richard Matheson. Donc vraiment un classique à connaître. Je crois que je vais faire la triplette des séries Lindelof Love. Je crois que je vais dire Lost. Parce que je me sens vieux en le disant, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce que c'est que Lost aujourd'hui. Enfin, qui savent, mais pour que c'est une série qui n'est pas de leur génération, quoi. Qui est presque sortie l'année de leur naissance.
Et le truc, c'est que pour moi, Lost, c'est une bible. C'est une série très ludique, très intéressante à regarder, mais c'est une bible sur ce que c'est qu'une série, ce que c'est que l'objet sériel, c'est quoi la structure narrative, c'est quoi la logique d'une saison où à chaque saison la série se réinvente. C'est quoi faire une série populaire et en même temps extrêmement qui parle à tout le monde, qui plaisait à tout le monde, mais en même temps extrêmement intelligente et qui a énormément de choses à raconter sur le monde, c'est quoi des personnages, tous les personnages sont toujours, il y en a tellement et ils sont tellement tous divers, et aussi c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, même une série comme ça là peut se planter à des moments, quoi. La série est aussi intéressante dans ses défauts, dans l'idée d'analyser ce que c'est qu'une série dans son ensemble, parce que c'est une série qui a eu des problèmes en coulisses, et donc c'est intéressant de se renseigner dessus, de peut-être même d'ailleurs découvrir la série avant de se renseigner, et quand on se renseigne, se dire ah d'accord, c'est pour ça que j'ai ressenti ça à ce moment-là, des choses comme ça. Je pense que c'est vraiment c'est un tout général qui fait que c'est une très bonne base pour apprendre énormément de choses sur ce que c'est qu'une bonne série et ce que c'est que la construction d'une série d'un terme théorique et pratique, quoi. Il y a une série qui d'évidence s'adresse à un public adolescent, c'est Sex Education, qui est une série passionnante, d'autant plus que, bien que son sujet apparent soit le sexe, son vrai thème, c'est le poids de l'environnement familial dans l'entrée à l'âge adulte, qui est pour moi une question essentielle quand on a des adolescents à la maison, ou qu'on se souvient de l'adolescent qu'on a été. Cette question-là est vraiment essentielle. Comment, rentrant dans l'âge adulte, on porte sur les épaules, malgré nous, ce poids de là d'où on vient. Et je trouve que la série on parle de manière assez formidable. Voilà. C'est Adventure Time, qui est une série d'animation et qui a été pour moi une énorme claque, parce que ça commence comme une série d'animation assez enfantine, pas si enfantine que ça justement. Graphiquement c'est très enfantin, mais qui tourne au fur et à mesure des saisons, et il y a pas mal de saisons, et qui devient beaucoup plus profonde et beaucoup plus existentielle et beaucoup plus touchante que ce qu'on pourrait croire au premier regard. Je recommanderais Twin Peaks. Alors évidemment, c'est un univers vérolé qui va gratter le vernis de la banlieue américaine pour exhumer les pires pulsions humaines, le meurtre, l'inceste, mais il y a une inventivité, des trouvailles scénaristiques. C'est un univers bariolé, complètement déjanté, et qui joue sur les codes du soap opéra, du teen movie, en même temps qu'il y a le thriller, et qui se souvient plein de moments de cinéma. Donc Lynch reste, à mon avis, très intéressant pour un regard un peu décalé sur le monde. Je conseillerais X-Files. Parce que d'abord, c'est en couleur. Je sais que les adolescents ont horreur du noir et blanc. Deuxièmement, les personnages, les héros sont très bien ficelés, très bien composés. Et il y a une grande variété de thématiques, je dirais. Donc X-Files me semble, à date récente, c'est-à-dire années 90, quand même la série la plus évidente pour moi à recommander. Alors oui, on peut, mais c'est très compliqué, parce que quand tout va bien, ça fait de la très mauvaise fiction. Mais moi je pensais au premier Star Trek, et la découverte de l'espace est aujourd'hui, et ça correspond à peu près à cette période-là, c'est-à-dire aujourd'hui l'exploration spatiale qui est un peu passé de mode pendant quelques années, qui revient aujourd'hui avec tout ce qui se fait sur Mars, promet, je pense, de reparler du futur sous un angle qui va être optimiste. Oui, on le souhaite, mais vu ce qu'on est en train de vivre en ce moment, l'optimisme est assez compliqué ça se décrète pas, quoi. Donc on l'espère, et on attend celui qui va arriver à nous faire croire à des jours meilleurs, plutôt qu'à nous faire croire qu'on est dans la pré-apocalypse, ou qu'on y est même déjà un petit peu, qui sait. Non seulement possible, mais nécessaire. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme nous, on est des dramaturges, les scénaristes, on a tendance à dramatiser. Dramatiser et faire des séries pessimistes, c'est facile. Et maintenant, je pense que notre défi, c'est justement de ne plus être pessimiste. Il y a plus de boulot là-dedans.
Ça pourrait, un objet d'amusement, oui. Oui, je pense, si on s'amusait un peu, si on était un peu plus léger, on n'est pas obligé de voir le monde que par le prisme. Bien sûr, on a énormément de catastrophes qui nous pèsent sur la tête avec des épées de Damoclès, mais je me dis qu'il y a tellement d'initiatives chouettes qui se passent qu'on pourrait prendre comme sujet de série un peu d'optimisme. Je pense que ça ferait du bien, en fait, peut-être de faire prendre conscience d'une autre manière plutôt que par le catastrophisme un peu systématique. Bah oui, quand même, il faut faire des séries sur le futur optimiste. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du feel good. Et je pense aussi que les séries et la fiction en général ouvrent des mondes, ouvrent vers des mondes qu'on a envie de voir et dans lesquels on a envie de se projeter. Donc je trouve ça très très important d'avoir des séries qui parlent d'un futur meilleur. Alors, oui, en réalité, y compris des séries comme La Servante écarlate dont il a été question, je crois que ça nous montre un futur complètement cauchemardesque, mais dans lequel il y a quand même des gens qui luttent contre cet univers cauchemardesque. Donc de ce point de vue-là, tant qu'il y a des héros, des situations, une dynamique, la possibilité que quelque chose change, voilà, ça reste une série porteuse d'espoir pour moi quand même. C'est Please Like Me de Josh Thomas. Parce que même si elle parle de sujets super déprimants aussi, tels que le suicide ou la dépression, elle le fait avec un ton très léger et surtout un ton super touchant. Et c'est la série qui m'a fait le plus pleurer et le plus rire en même temps. Donc voilà, c'est un petit bonbon, c'est un petit bijou qui fait qu'on se sent bien et surtout en empathie avec les personnages tout au long de la série. En ce moment, c'est The Office. Série, la version américaine, du coup, sur plusieurs saisons, que je regarde, je crois que je la regarde, c'est la 4e fois que je la regarde. Elle me fait toujours autant rire, les personnages sont très attendrissants, et puis c'est le monde du travail, et du coup ça me fait du bien de voir qu'on peut aussi avoir un regard sur le monde du travail un peu décalé, avec beaucoup de sourire. J'en aurais 2, mais pour 2 raisons différentes. Malcolm, pour vraiment rire, se déconnecter, et une série un peu plus doudou, Downton Abbey. Voilà, c'est le plaisir de revoir tous les personnages à chaque fois. Ils sont tellement tous attachants. Moi, c'est toutes les séries, en fait, un peu revival, un peu Madeleine de Proust. Genre, moi, je suis de la génération 80, donc Stranger Things. Même si c'est pas très relaxant comme série, ça fait du bien parce que ça rappelle voilà, une certaine époque. Friends, bien sûr. Mais ça, je crois que c'est la base de tous ceux qui font partie de ma génération, là, les trentenaires, quarantenaires, c'est Friends. Et après, toutes les séries un peu, qui traitent de l'amitié, voilà, tout ce qui est fratrie, amitié, bons sentiments, des fois ça fait du bien. Voilà, c'est vrai qui me fait du bien. Moi, c'est une génération qui a découvert les séries dans les années 70. Bon, je citerai une série que je regarde, c'est Amicalement Vôtre, voilà, parce que je l'ai découverte à cette époque. Et puis, bon, je m'en lasse pas d'entendre Tony Curtis et Roger Moore doublés en français avec une très grande qualité. Je découvre parce qu'on découvre toujours des séries extrêmement connues sur le tard. C'est impossible de tout voir et donc moi, ce que j'avais loupé jusqu'à présent, c'était The Office US. Je connaissais la version anglaise, mais pas la version US. C'est d'ailleurs à cause de la version anglaise que je me disais que ça ne servait à rien de regarder la version US. Mais ça, moi, là actuellement, moi, c'est mon anti-déprime. C'est une des séries les plus drôles que j'ai jamais vues. Et c'est absolument génial, c'est très drôle, et très touchant aussi. C'est là où les Américains ont fait différent que les Anglais. Ça se veut moins cynique, et d'une certaine manière, ça fait du bien, quoi. Et Friends aussi, parce qu'il faut toujours citer Friends. Friends, c'est ma base à moi, pour le coup. Donc pour moi, la série qui me fait le plus de bien, je pense, s'appelle Friday Night Lights. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si ça se passe dans une petite ville des États-Unis et du point de vue on va dire, de l'équipe lycéenne de football américain, c'est une série qui me semble parfaitement en phase avec la réalité intime et sociale qui est la nôtre. Voilà.
Alors, c'est une petite série toujours anglaise qui s'appelle The Mighty Boosh et qui est une série complètement barrée qui est écrite par deux comédiens de stand-up, donc qui sont Jalen Barat et Noel Fielding, et qui ont créé un monde complètement délirant. C'est une série doudou, faut rentrer dedans, c'est très étrange, mais une fois qu'on est dedans, c'est hyper drôle et on peut se perdre dans ce monde-là et ça fait du bien. Je dirais Downton Abbey, avec le côté série patrimoniale où on retrouve une sorte de monde ancien complètement anachronique, des mœurs surannées dans des décors somptueux, des costumes, des belles demeures. Et en même temps, la série, tout en étant assez agréable et facile à regarder, parle quand même de ce moment de passage, de basculement où au moins l'une des héroïnes veut s'émanciper de cette condition, même plusieurs veulent s'émanciper de cette condition faite aux femmes de rester en intérieur à la maison. Et donc, c'est au moment de la Première Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises, il y aura un entrechoquement de monde qui est assez intéressant. J'avoue que le Maigret avec Bruno Kremer me fait beaucoup de bien. Mais uniquement dans les 2 premières saisons, parce qu'après ça s'effondre. Mais tous les épisodes qui sont tournés en France me réjouissent, parce que d'abord il y a une reconstitution historique de la France des années 30, 40, 50 qui est très réussie. Kremer est à son meilleur. On a fait jouer là des acteurs qui sont des grands acteurs de théâtre ou de cinéma et qui ont un plaisir gourmand à incarner la bourgeoisie française dans ce qu'elle a de plus comique. Et donc c'est très réussi, c'est très réjouissant, c'est aussi jouissif qu'un très bon Chabrol, c'est vous dire. J'avais vu une série brésilienne qui s'appelait Cosa Mais Linda, et qui est une série qui démarrait, je trouve pas très bien. J'avais failli lâcher en cours de route parce que alors là, je la trouvais un peu tartignole et trop classique. Quand je me suis rendu compte que le côté tartignole et un peu gnangnan, eau de rose, il y avait en fait un second degré et que ça nous amenait à un traitement, là aussi d'ailleurs de personnages féminins exploités dans le Brésil des années 50, ça nous amenait à des choses qui parlaient de choses extrêmement importantes au Brésil, des questions de couleur de peau, de degré de couleur de peau et de racisme par rapport à ça, de la question de la femme. Et puis il y avait un truc évidemment qui me parlait beaucoup et que j'ai aimé voir et que j'aimerais revoir, c'est qu'évidemment tout ça est bercé de bossa nova et de l'arrivée de la bossa nova et de tout ce qu'on peut aimer de la musique brésilienne et qui a presque une valeur documentaire aussi pour ça. Et je ne connais pas le titre français, il me semble bien que c'était Cosa Mais Linda, qui fait référence à la chanson de Jobim, qui est Cosa Mais Linda que Javi Passar, voilà, la femme de Ipanema. Mr. Sunshine, la série coréenne historique, qui est, je crois, une des plus belles histoires d'amour, une des séries les plus incroyablement romantiques que j'ai vues ces dernières années. D'abord, c'est très beau, les acteurs sont très beaux, ça m'a appris des choses sur l'histoire de la Corée, et surtout, mais c'est une leçon de romantisme. Parce que finalement, ils ne se touchent pas, ils ne s'embrassent pas, et c'est juste incroyable. Les Coréens sont les maîtres. The West Wing. Là, j'ai une pensée à David Kessler, qui était donc là et qui était un amateur absolument dingue de The West Wing, et il nous a donné le goût et l'appétit de la regarder. J'avoue que revoir des épisodes ici au Havre, ça me fait infiniment plaisir. Oui, il y a une série qui me fait du bien. En fait, il y en a 2, puisque la deuxième est un sequel, c'est-à-dire ou un spin-off plus exactement de la première. Moi, je considère que The Good Wife est un absolu bonbon. Et la suite, enfin le spin-off de The Good Wife, qui est The Good Fight, avec Christine Baranski, c'est un bonheur absolu. Pourquoi ? Parce que c'est une série où les femmes ont la primeur et ont des histoires, développent des histoires qui m'intéressent, qui ont trait à la politique, ont trait à l'intime. Et je trouve que c'est une série d'une intelligence folle due aux Kings, ils s'appellent les Kings, mais franchement, ils ne m'ont jamais déçu. Et chaque saison de The Good Wife, il y en a quand même eu 8, et pour l'instant, j'ai vu 4 saisons de The Good Fight, est un bonheur absolu. Par exemple, j'ai beaucoup aimé L'amour flou. Je me suis dit que c'était une proposition très différente et très libre.
Et ça faisait du bien justement de sortir un peu de code très formaté que nous offrent un peu en ce moment les séries de plateformes qui sont un peu systématiques. Et L'amour flou, en fait, c'était un vent de liberté pour moi, et comme je viens de la regarder. Voilà, je vous encourage à la voir. Alors, la série qui me fait du bien, je dirais que c'est Mrs. Maisel, parce que c'est magnifique déjà. Et il y a plein de références à des films des années 60 que j'adore. Et le personnage est génial. Et surtout, c'est un personnage qui fait du stand-up et qui est donc une fille drôle. Donc, oui, j'aime beaucoup cette série. Je crois que ça me fait du bien, oui. Comme beaucoup de monde, j'ai regardé par moments Downton Abbey. Et c'est vrai qu'on peut en regarder un certain nombre d'épisodes où on retrouve un univers qui devient familier, avec des personnages qu'on connaît. Et il y a quelque chose, y compris dans le décor, la maison, le jardin. Je pense que ça, c'est une série qui me fait du bien. Avec cet aspect rituel aussi, enfin, c'est cette vie dans la série qui est très ritualisée, les repas, la mise du couvert, enfin des journées comme ça qui sont très rythmées, où on retrouve tous ces éléments familiers. Ça a du coup un aspect extrêmement rassurant pour moi. Même si tout le propos de la série, c'est qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qui change, enfin qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui change. Il faut que tout change pour que rien ne change, comme on dit dans le Guépard. Mais du coup, oui, ça c'est une série facile, quoi, réconfortante.